BD de notre ami Mébec. Voilà, Mébec, on a déjà vu, enfin, on a déjà parlé de le vin. Sa trilogie sur le vin. On l'embrasse parce qu'on sait qu'il nous suit très régulièrement. Oui. Et donc, c'est quelqu'un qu'on adore. Je pense qu'il nous suit ce soir et il est en train de terminer son 3e volet de sa trilogie Cosmo Bacchus. Mébec, on t'adore. Ouais. Et donc, on aura certainement ce 3e album qui arrivera en début 2020. Ouais. Et alors là, la semaine dernière, je racontais un petit peu ma ville, et j'étais à la foire du livre qui porte bien son nom parce que c'est vraiment une foire de Brive. Et on m'a remis ce livre donc qui est le premier album de bande dessinée publié par Mébec, et en fait qui s'appelle CRA. Ce sont les initiales de Centre de rétention administrative. Alors les centres de rétention administrative, ce sont des lieux, ma foi, on va dire fort peu sympathiques, qui existent en France, en Europe, en Afrique, qui sont des sortes de camps, avec des caméras, des policiers, des barbelés, des grillages, des portes, beaucoup de portes. Et dans ces camps, on met des gens qu'on appelle des sans-papiers ou des migrants, et qui peuvent y rester jusqu'à 45 jours sans savoir pourquoi, sans savoir ce qui se passe, sans savoir ce qu'on va faire d'eux, en attendant qu'un juge décide de leur sort. Donc Mébec, c'est quelqu'un qui fait de la bande dessinée reportage, un petit peu sur le mode Gonzo, donc il se met en scène, il va sur les lieux, et il est un des acteurs de ces bandes dessinées. D'ailleurs, on le voit un peu, il se dessine lui-même dans ces bandes. Et alors j'ai appris plein de choses parce que ce livre, en fait, il l'a fait en suivant des associations qui à l'époque avaient créé le mouvement qui s'appelle Open Access, qui essayait d'accéder à ces centres, parce que seuls les parlementaires peuvent y entrer sans autorisation, ou la famille. Mais quand on lit ce livre, on s'aperçoit que même pour la famille, pour les proches, c'est très difficile de pénétrer et d'avoir un entretien avec leurs proches qui sont détenus dans ces centres. Donc il a pu bénéficier un petit peu de suivre ces associations et de pouvoir recueillir des témoignages, soit directement, soit à travers les assos de ces gens qui sont enfermés dans ces centres. Et il y a des très beaux témoignages, très beaux et surtout très tristes et très touchants, poignants. Heureusement, avec ce livre, il arrive à briser un petit peu l'opacité qui entoure ces centres, parce qu'on a beaucoup de mal à savoir ce qui s'y passe. Et alors, on comprend en lisant ce livre comment les gens arrivent dans ces centres. Alors, le scénario est un petit peu toujours le même, c'est un contrôle qui tourne mal. Alors, on frappe chez vous le matin, à 8h du matin, et on se retrouve face à des policiers. On vous demande vos papiers, et si vous n'avez pas les bons papiers, vous vous retrouvez dans un de ces centres. Et vous avez le droit d'utiliser un avocat uniquement un certain nombre d'heures après avoir été recueilli, cuisiné. Ouais. C'est pas des lieux excessivement agréables où on bourre les gens qui posent problème entre guillemets d'antidépresseurs. Donc c'est un lieu où on est un petit peu livré à soi-même. Il y a énormément d'agressions parce qu'il n'y a pas de sécurité. Donc les gens ressortent avec des bras cassés, des yeux au bord noir, des choses sympathiques comme ça. Les femmes sont souvent agressées aussi. Donc ce que je décris, c'est un petit peu l'enfer. Malheureusement, c'est un petit peu beaucoup la réalité aussi. Et pour couronner le tout, dans ces endroits, il y a aussi des mitards, comme en prison. Et alors, on met en mitard notamment les gens qui ont fait des tentatives de suicide, qui s'automutilent tellement ils en ont assez, tellement ils supportent plus cette détention. Et quand ils rentrent de l'hôpital, on les met au mitard pour les punir d'avoir tenté de se suicider. Donc voilà, des comportements fort sympathiques de la part de l'administration. Alors, il y a quelques exemples. Par exemple, Priscilla, qui vient du Congo, qui est en France depuis 30 ans. Et elle fait partie d'une organisation religieuse, et tous les ans, elle se rend à Lourdes. Donc la première année, elle est arrêtée, il y a un contrôle de police comme ça dans son car. Et on ne sait pas pourquoi, elle est tout à fait en règle, mais la police décide d'étudier son cas, et elle est amenée dans un centre de rétention. Et elle y passe 48 heures, et elle est relâchée en pleine nature, en pleine nuit, sans argent, sans taxi, en pleine nature, parce que ces centres de rétention ne sont pas en centre-ville, évidemment, il faut les cacher du public, il ne faut surtout pas les voir. L'année suivante, elle repart faire un pèlerinage à Lourdes, elle est arrêtée à peu près au même endroit dans son car, contrôlée par les mêmes policiers qui la reconnaissent. Et alors qu'ils savent pertinemment qu'elle est en règle puisqu'ils l'ont contrôlée l'année dernière, à nouveau elle se retrouve enfermée dans un centre de rétention administrative pendant 24 heures, et à nouveau elle est relâchée en pleine nuit, en pleine nature. Voilà, un genre de comportement fort sympathique. Alors il y a aussi
témoignage d'une personne qui s'appelle C.M. Swede. Alors, elle est très intéressante parce qu'elle a travaillé pour la police aux frontières à Orly. Et elle a quitté cet organisme parce qu'elle était assez déçue par le comportement de ses collègues. Alors, elle raconte une anecdote dans son livre d'un papa marocain qui se promenait à Euro Disney avec son fils, qui avait un visa touristique. Alors, il faut savoir qu'il y a une loi qui stipule qu'on doit avoir 10 € en espèces quand on est un touriste en France. Ah oui. Et il n'avait pas ces 10 € en espèces. Donc, il montre à l'agent de police sa carte Gold et il dit je vais retirer 10 €. Et puis, comme ça, vous allez gentiment me laisser tranquille. J'ai des papiers, je suis un touriste. Et on ne l'a pas laissé retirer sa carte, ses 10 €. Et on l'a renvoyé gentiment au Maroc. Voilà, un touriste marocain qui se promenait à Euro Disney avec son fils. C'est sympathique, n'est-ce pas? Voilà, donc ce livre raconte tout ça. Il y a un témoignage aussi que j'ai trouvé assez bouleversant. C'est une petite fille qui parle du jour où on a enlevé ses parents. Elle dit quelque part, on emmenait papa et maman où ils ne voulaient pas aller. Donc effectivement, ils ne voulaient pas aller dans ce centre de rétention administrative. Et puis, voilà, alors 2 fois, on a été avec des policiers en voiture pour voir un monsieur qui s'appelle le juge et qui n'est pas gentil. Donc c'est la voix d'une petite fille qui regarde ça du haut de ses 4 ans, voilà, comment on traite sa famille. Donc c'est aussi assez déprimant. Donc voilà, si vous êtes des travailleurs qui travaillent en France depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais sans bulletin de salaire parce que ça arrange certains patrons de ne pas déclarer leurs salariés, vous avez intérêt à vous méfier des gens qui frappent à votre porte à 8h du matin parce que ça peut vous amener dans ce genre d'endroit. Voilà. Donc il y a tout un business derrière, puis sans compter le business des passeurs qui depuis l'Afrique font miroiter à ces gens une vie meilleure qui n'est pas forcément meilleure. Voilà, puis il y a un petit glossaire à la fin du livre qui nous apprend ce que c'est l'APRF, un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, ou le OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, la PAF, la police aux frontières, ou TA, le tribunal administratif. Donc voilà, tout ça c'est dans ce livre de Mébec avec toujours son style que j'aime bien, très, très brutal, très noir et blanc, très âpre et puis très personnel surtout. Mébec, vraiment belle personne, et là il y a vraiment beaucoup de contenu et pour ce ça livre peut faire réfléchir. Moi, c'est un livre qu'on pourrait même proposer aux j'espère qu'il est dans les écoles, j'espère, proposer aux étudiants, aux écoliers. J'espère qu'il circule. Ce serait vraiment intéressant. D'ailleurs, il a fait une version de ce livre pour les petits. Pour les petits? Ouais, une version illustrée en couleur pour les petits avec un texte simplifié. On peut les trouver où? Alors oui, j'oublie de dire que c'est chez l'éditeur, les éditions. Ma chère Margot, peux-tu me dire le nom de l'éditeur qui est marqué sur la couverture du livre en bas? Ce sont les éditions Des ronds dans l'eau. Voilà, Des ronds dans l'eau. Alors ça a été publié en 2014, c'est toujours disponible aux éditions Des ronds dans l'eau, CRA de Mébec. Merci Pierre, vraiment pour toujours avec Mébec, quelque chose s'il y avait un sujet un petit peu plus léger, c'est la parution de l'album D'ici Paris. Ah oui, D'ici Paris. Qu'on reçoit la semaine prochaine. Ouais, superbe groupe. Peut-être que vous les connaissez, ça fait une transition avec vous, peut-être de je vous connaissez D'ici Paris? De nom, mais je pense que je connais un titre. On a dû connaître, c'est un groupe qui avait commencé dans les années 80. Ah mais oui. Avec Marie. Avec Marie au chant. Peut-être que Marc, on fait la transition parce que Marc, peut-être Marc, tu connais D'ici Paris? Ouais, je connais, parce que c'était Marie qui était une petite amie Daniel à l'époque. Ouais. C'est ça. Avec Anis Salvina qui a repris après. Ouais, c'est ça, ouais. Et maintenant c'est la fille d'Anis Salvina qui est au chant. Qui est au chant. Ouais, c'était un des groupes dit post-punk. Voilà, c'est la deuxième vague. C'est la deuxième vague. Voilà, bien, c'était très chouette. Puisque tu commences, Marc, on est avec toi pour parler de ton superbe film. Voilà, donc j'ai vraiment superbe travail. Peut-être qu'avant d'attaquer directement par le film, c'est peut-être de raconter comment tu découvres Daniel, comment tu je crois que c'était au Gibus, tu avais raconté en mai 91. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai